petit résumé de la dernière fois. Nous retrouvons Mila Ricci, Stella Whitfield et Mei Chao, nos trois investigatrices dans la Salem des années 20. Alors que Mila est possédée, elles sont toutes les trois dans une planque d'une mafia chinoise, dont le maître est décédé quelques heures auparavant. Et Mila est possédée in tenebra. Elle va le dire plusieurs fois avant d'être libérée par l'astuce ou peut-être la puissance des symboles magiques que Stella et Mei possèdent. Mais très vite, les trois investigatrices vont se rendre compte qu'elles ne sont pas seules dans la maison alors que tous les membres de la mafia sont partis. Non, à la cave. Elles vont trouver Xiuqin, la chamane, devrais-je dire. Elle est là. Elle est là et alors qu'il lui parle que celle-ci les avertit au sujet de la puissance de la sorcière. Celle-ci, cette sorcière pénètre peut-être dans l'esprit de Xiuqin et celle-ci passe de vie à trépas ou finalement peut-être ne révèle que le fait qu'elle était trépassée depuis bien longtemps alors que la porte de la cave se ferme, que les trois investigatrices remontent, arrivent à sortir, encore une fois, apeurées par ce qui est en train de se passer, peut-être la porosité entre les mondes, peut-être, qui sait, cette puissante sorcière est à leur trousse. Elles décident de se tatouer, après de longues discussions, les symboles ésotériques de défense sur le corps, c'est ce qu'elles vont faire, alors qu'elles continuent à apprendre dans l'ouvrage qu'elles ont dérobé, ou en tout cas récupéré, un puissant sortilège, un sortilège qui leur permettra ou leur permettrait de se transporter dans n'importe quel lieu connu par un lanceur, par le sorcier, même s'il ne fait pas partie de son monde. Et c'est cette idée que les investigatrices ont. Elles décident d'aller voir les sorcières de Beverly, de leur monde, afin d'en discuter. Elles décident de revenir à la planque et de préparer ce rituel qui leur permettra de partir de l'autre côté, non sans au préalable être allé voir Earl Jefferson, le jeune Earl Jefferson, et de récupérer une photo de ses plans. Car oui, elles sont persuadées que Earl Jefferson ne rêve pas d'un autre monde, enfin, s'il rêve d'un autre monde, mais que cet autre monde est celui vers lequel elles vont aller, et peut-être que ce plan va les aider. Elles ont donc un plan physique, mais aussi un plan intellectuel, celui de peut-être se déplacer de l'autre côté. Elle n'oublie pas non plus, formation donnée par les sorcières de Beverly, qu'il faut une encre pour rester dans l'autre monde. Sans cela, le chancre noir les envahit, et c'est peut-être d'ailleurs cette porosité entre les deux mondes qui fait que le chancre noir apparaît de ci de là et détruit les corps de ceux qui ne devraient pas être dans le vrai monde. L'encre, un objet, peut-être le doigt par exemple de Kay, leur permet de rester stable dans l'autre monde. C'est ce qu'elle croit en tout cas, alors qu'elle relance pendant de longues heures le rituel avant d'arriver sur le toit de leur bureau, de leur domicile dans l'autre monde, toit bien connu de Mei. Ils vont descendre et ils vont trouver quelques articles et quelques adresses, l'adresse de Usher par exemple, et trouver chacune un objet qui une gourmette, son premier vol, son premier larcin, qui note un petit pistolet, et l'autre et la dernière, Mila, un livre, certainement comme une Madeleine de Proust, pour elle, persuadée que cela serait des encres suffisants dans cet autre monde, alors qu'elles vont très rapidement se dire que tout tourne autour de cet endroit où l'incendie de 1914 a pris, qui est dans l'autre monde encore brûlé, mais qui est ici, elles le savent en arrivant, puisque c'est la planque que la planque d'Irvine, face à un bâtiment qui est ici un entrepôt, le hangar de la Salem and Trade Incorporated. Et c'est là où elles vont investiguer, enfin surtout épier les allées et venues, jusqu'à voir arriver
alors que nous sommes en début de soirée, un véhicule, une berline, et elles vont deviner, puisque nos 3 investigatrices ne l'ont jamais vraiment vu, elles ont juste entendu un texte ou lu un texte au sujet de Henry Usher. Celui-ci va sortir de son véhicule, il ressemble à la discrétion, elles ont censure, il monte, il rentre dans son hangar, car oui, ce sont 3 associés qui possèdent cette compagnie. Un chinois dont on ne connaît pas le nom, mais dont les investigatrices se doutent de l'identité, Henry Usher, et une femme. Une femme dont elles connaissent l'identité, et d'ailleurs quelques minutes après, c'est une autre voiture qui arrive, une femme clairement enveloppée d'une cape, car nous sommes en automne, bientôt en hiver, une houppelande va se déplacer jusqu'à ce qu'un courant d'air peut-être va faire tomber sa houppelande, révélant aux 3 investigatrices son visage. Le visage de la femme apparaît devant vous. Des cheveux courts, des yeux en amande. Oh, la propriétaire de la librairie. Oh là là, c'est Jane. Jane Burton est là, enfin Jane Burton. Jane Burton. Alors qu'elle s'arrête un instant perturbée par ce courant d'air, Jane Burton est dans l'autre monde. Certainement pas ici. Elle se tourne, et alors que vous la fixez par la fenêtre, son regard se pose sur votre fenêtre. Et peut-être directement, Mila, tu en es sûr dans tes yeux, alors qu'un léger sourire, elle est loin, hein, mais tu imagines Mila, vos regards se croiser quelques instants, alors qu'elle remet sa capuche et pénètre dans le hangar. Mes bras m'en tombent. Oups. Et nous en sommes là. Fin de journée, crépuscule. Vous venez de voir 2 personnes rentrer. Henry Usher, vous en êtes pu. Et vous en êtes sûr. Et Jane. Alors, ouais, vous ne savez pas si c'est vraiment Jane Burton. Mais Mila, t'es sûr qu'elle t'a vu. Ça pour sûr, elle t'a vu. Enfin, elle t'a vu. Vos regards se sont croisés. Aussi On est à sûrement. quelle distance? Pardon. Oh, vous n'êtes pas très loin parce que Irvine avait trouvé un bâtiment finalement relativement proche. Hein. Ce qui fait que vous devez être peut-être à moins d'une 30aine de mètres. Ah oui, d'accord, ok. Ce qui est somme toute relativement faible, voire extrêmement faible. Bah oui, totalement. Je vois pas de quoi tu parles. Mais vous êtes là, peut-être éberlué encore par le fait que cette bookshop East, cette libraire, pardon, vous offrait il y a quelques jours encore des ouvrages, d'ailleurs les mémoires d'outre-tombe, et s'intéressait fortement à ce que vous faisiez de vos journées, d'ailleurs. Oui, un peu trop, et bien y réfléchir. Que fais-tu? Stella, que fais-tu? C'est toi l'enquêtrice. Est-ce que tu prends la main sur ces événements? Mais on n'a aucune idée de ce qu'il y a dans le hangar, n'est-ce pas? Pour l'instant, en tout cas, on a juste vu ces 2 personnes. C'est un hangar de commerce, hein, certainement. Et c'est se jeter dans la gueule du loup. Se pointer là comme ça, moi je vois pas du tout je vois pas du tout déjà l'intérêt de le faire comme ça. Pour moi il faudrait monter la garde et essayer d'observer, peut-être se rapprocher encore. Bon, on est déjà assez près. En plus on s'est déjà fait, elle nous a vus, hein, c'est ça? Elle t'a vu déjà, Mila? J'ai disais oui, elle m'a bien vue, j'en suis certaine. Oui, si elle nous a vus, et qu'il y a quoi que ce soit, ils sont déjà en train de s'organiser pour nous tomber dessus. Donc, est-ce qu'on devrait pas plutôt... En tout cas, ça fait quelques minutes, rien ne se passe. Hein. Oui. Non. Personne ne sort. Alors, vous avez vu qu'on a ouvert la porte, hein, donc il y a 2 véhicules devant, de berlines, avec 3-4 personnes, peut-être. Il y a 2 chauffeurs, peut-être un homme de main qui est là.
mais ils s'allument cigarette sur cigarette et font comme si de rien ne se passe, de particulier ne se passait. Et puis le hangar et l'entrepôt, devrais-je dire, il est aussi silencieux, mais il n'y a pas de fenêtre hein, réellement, donc vous voyez pas vraiment ce qui peut se passer à l'intérieur. Je sais pas ce que vous en pensez, on pourrait quand même peut-être rebrousser chemin et faire le guet. Essayer de faire le guet quelque part. Ouais, le problème, c'est qu'ils sont là tous les deux et on sait qu'ils peuvent être peut-être puissants du coup aussi. Ce sont bien des sorciers. Bon, elle, c'est certain. Lui, on sait pas quel genre de puissance il peut avoir. Affronter les deux en même temps, et c'est compliqué. Faudrait peut-être attendre qu'ils ressortent et qu'ils se séparent. Donc oui, Et l'idée de faire le guet, c'est pas bête. Et loin de là où on est, puisqu'on a été repéré. Ouais. Est-ce que tu es vraiment sûr de ça? Est-ce que je peux te juste tourner la tête? On est quand même à 30 mètres. Si elle a des pouvoirs, nos regards se sont croisés. Elle sait que nous sommes là, elle nous a vus. Et franchement, je mettrai ma main à couper que oui, je mettrai ma main à couper qu'elle nous a vus. Oui. Et est-ce qu'il y a des bâtiments autour, en hauteur, qu'on pourrait peut-être prendre un peu de hauteur? Déjà, vous êtes en hauteur, parce que vous êtes au 2e étage, vous, donc de la pension. Donc vous voyez, en fait, vous surplombez, c'est pour ça que vous l'avez vu. Hein, et donc vous voyez très bien les. En fait, Irvine avait trouvé un endroit extrêmement bien placé pour observer les allées et venues. C'est vraiment l'endroit parfait, en fait. Mais il ne peut pas voir l'arrière des hangars. Par exemple, vous pouvez pas voir l'arrière des hangars. Voilà. Mais la seule porte visible du hangar est devant vous. C'est par là que quelqu'un peut rentrer ou sortir. À moins, enfin, c'est un des hangars, il y a certainement une autre porte de l'autre côté, hein, bien sûr. On n'est pas loin du port. Bon, l'idée c'est de ne pas rester là, parce que si elle nous a vus, elle sait qu'on est là, et elle, voilà, donc de ne pas rester au même endroit et d'essayer de changer juste de position pour continuer à surveiller la scène. Et effectivement, comme ce que Milia a proposé, c'est qu'une fois, s'ils ressortent du bon côté, s'il n'y a pas une porte de l'autre côté, qu'on puisse peut-être en suivre un. Il vaut mieux les attraper entre guillemets séparément que ensemble. En tout cas, c'est ce que je me dis. De toute façon, notre message a été envoyé, donc. Le message arrivera demain à Anyway Usher. Et alors que vous changez, vous descendez dans la pension, allez vous éloignez un peu, alors il fait de plus en plus nuit. Vous voyez 2 camionnettes d'époque avec ces toiles bâchées là qui roulent. Et puis une première camionnette va arriver. Et là vous voyez que le garde du corps, ou en tout cas les chauffeurs, s'excitent un peu. Ils sortent des espèces de matraques de la voiture. Alors que l'arrière bâché de la camionnette est ouverte par quelqu'un qui descend. C'est un homme au visage, au faciès. C'est dans la nuit, vous avez du mal à le voir. Vous vous êtes mis assez loin quand même pour pas non plus être juste à quelques mètres. C'est comme d'une laideur absolue. L'homme descend, saute au sol. Il a quasiment pas de nez, mais vous avez du mal à le voir. Faudrait vous approcher pour le voir exactement. Et puis, vous voyez que les gens regardent à droite, à gauche. Et puis, comme il semble pas y avoir grand monde dans la rue, l'homme difforme va ouvrir l'arrière un peu plus largement de cette camionnette bâchée. Il y a un premier homme qui va être tiré en fait par cet homme hideux au sol, un deuxième, et vous voyez en fait une file de plusieurs hommes qui sont maintenant vous voyez ils sont accrochés à l'arrière par peut-être des menottes en fait, de leurs mains sont accrochées à l'arrière par des menottes et ils sont poussés assez rapidement dans l'obscurité. Et vous voyez même que il y a un lampadaire peut-être pas très loin, et qu'un des 2 gardes du corps ou chauffeur va lancer un caillou pour exploser le lampadaire pour que le lieu soit encore plus dans l'obscurité. Ce qui est à double tranchant parce que vous les voyez beaucoup moins, ça c'est sûr, mais ils vous voient encore moins. Forcément. Rendant l'accès au hangar quasiment obscur, quasiment noir. Mais vous voyez encore, et puis la deuxième camionnette, c'est le même manège. Vous me dites, si vous faites quelque chose, bien entendu. À peu près non, c'est juste pour bien comprendre. À l'intérieur des camionnettes, il y avait des hommes enchaînés qui sont emmenés des hommes menottés dans l'entrepôt. Enfin, menottés, voilà. Qui sont emmenés dans l'entrepôt. Ouais, qui sont amenés dans l'entrepôt. Et vous savez pas combien il y en a, mais peut-être une douzaine par camionnette, par camion.
Et donc Je peut-être une 25-30 personnes sont déchargées alors que vous êtes un peu loin. Alors, vous vous dites que peut-être d'autres personnes dans la rue voient, mais il est assez tard. On est dans une rue, rappelez-vous, qui était plutôt des hangars, hein, donc il n'y a pas grand monde à cette heure-ci, à part cette pension de famille, peut-être d'autres choses. Et puis la chose va se faire en quelques minutes en vrai, hein, pas bien plus que quelques minutes pour sortir une vingtaine de personnes et puis les faire rentrer dans le hangar. Et vous croyez qu'ils vont... C'est pour faire un rituel qu'ils vont sacrifier ces personnes? J'imagine pas ça autrement. Ça ressemble fort. Alors déjà les personnages, les personnes difformes, ça me rappelle les histoires qu'on nous a racontées au port. Oui. Hein, voilà, déjà voilà. Et ensuite, oui, les rituels, les fameux rituels où on utilise la peau des gens, qu'on dire pour ce que Kay faisait ou ce qu'il fait, ce qu'il faisait pour peut-être réussir à passer d'un monde à l'autre ou quelque chose comme ça. Et ils veulent passer souvent s'ils ont autant de personnes. C'est pas rien ça. Ou alors ils préparent peut-être quelque chose de plus gros. Après, l'homme qui est descendu du camion qui était difforme, est-ce qu'il avait quand même un costume? Est-ce que... il était vêtu. Oui. Non, mais c'est juste que l'homme qui est difforme, moi, ça me fait peut-être plus penser justement à Kate qui a peut-être commencé à... Tu l'aurais reconnu, tu l'as vu suffisamment de fois. Non, c'est juste avec la substance noire, peut-être que comme on a tout détruit... mais vu la taille, l'homme était plus grand, plus trapu, plus costaud. Okay. Donc ça peut pas être Kay. T'étais sûr, tu réfléchis. Surtout quand l'homme l'homme hideux vient de remonter dans la camionnette, démarrer, et les camionnettes repartent, les deux camionnettes repartent comme s'ils n'avaient pas besoin de camionnettes pour ramener les hommes plus tard. Okay. Donc celle-là avait raison. C'est sûrement un des personnes étranges. Et il faut intervenir. Oui. Mais il faut rester prudent quand même. On peut pas foncer dans le tas comme on a toujours fait jusqu'à maintenant. Ça nous a rarement réussi. J'étais en train de faire le rituel, mais qu'est-ce que vous avez pris dans les sacs exactement? Est-ce que vous avez pris des armes? Est-ce que vous avez pris des choses qu'on pourrait utiliser là pour faire une diversion? Je sais pas, faire exploser quelque chose Alors, c'est sûr qu'on a quand même ramené mon arme. J'ai la mienne aussi, mais... Voilà. De quoi faire des explosions, c'est pas les Chinois qui utilisent la poudre. Si, justement. Pour ça. Est-ce qu'il y aurait assez dans les balles ou quelque chose pour qu'on puisse faire exploser, je sais pas, peut-être l'arrière du bâtiment. Enfin, en tout cas, pour faire une espèce de diversion. C'est une bonne idée. Est-ce qu'on a assez de balles pour faire ça et pour garder assez de balles pour nous en cas de besoin? C'est la question. On n'a pas pris tout un arsenal. Et si on appelait... On faisait ça souvent au début d'enquête. On appelle nos amis les policiers, pour qu'eux ils fassent diversion. Machés qui ont été emmenés dans l'entrepôt. Il faut trouver un téléphone. Vous pouvez trouver effectivement certainement un téléphone pas non loin là et appeler. Voilà. Donner une alerte, dire qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans le quartier autour du hangar. Que vous allez jusqu'à un téléphone. Et vous allez appeler le poste de police. Tout de suite, l'opérateur qui est là. Mais bien sûr, nous allons envoyer un véhicule. Puisque vous signalez des choses suspectes. Et reprenant un peu position dans une ruelle non loin de là, vous allez attendre peut-être 10 minutes, un quart d'heure avant qu'un véhicule de police vienne stationner devant. Ils vont descendre, les deux policiers vont descendre devant. Alors il y a les deux berlines maintenant. Parler au... C'est un peu trop loin, mais vous pouvez vous approcher, bien entendu, prendre le risque de vous approcher. Surtout que c'est très très sombre maintenant. Mais il y a les feux, les phares en fait des véhicules du véhicule de police. Et puis vous allez voir qu'au bout de une minute ou deux, Henry Usher qui va sortir. Et tout de suite, les deux policiers vont le saluer. Si je me permettrais, ce serait presque des courbettes. Et à peu près 30 secondes plus tard, les deux policiers rentrent dans le véhicule et quittent la zone sans mot dire. Bon, ça a strictement rien. Quelque part, Usher, c'est quand même quelqu'un d'important ici. Donc, oui, c'est pas déconnant qu'il est un peu des passe-droits, je sais pas. En revanche, je crois qu'il a une certaine autorité.
Usher fait signe à ses hommes, et vous voyez que les hommes commencent à regarder autour. Et nous, on se planque, du coup. Forcément. Parce qu'il a parlé quelques instants aux policiers, hein, quand même. Oui, les policiers, ils ont dû lui dire on a reçu un appel anonyme, quelque chose, et voilà. Hein. Faut pas chercher plus loin. Et donc, alors, vous voyez bien que les deux hommes, ils sont pas nombreux, il y a que 2 gardes du corps, enfin, 2 chauffeurs, un garde du corps peut-être, là. Ça rentre, ça sort, de toute manière, mais vous pensez qu'il n'y a pas... ils ont pas l'air d'être très nombreux, en fait, hein, plus que ça. Et à un moment donné, il y en a un, il va partir pour aller faire le tour, une espèce de tour du hangar, mais un peu plus loin, dans le tour du pâté de maison. Mais vous voyez qu'il part seul, en fait, parce qu'ils sont pas très nombreux. Mais si on se débarrassait de lui, et comme ça, il y en a un autre qui va venir, on s'en débarrasse, et un autre qui vient, etc. Au bout d'un moment, ils auront plus de protection. Alors, vu la situation, ça me paraît une première option qu'on pourrait utiliser, effectivement, si on n'a pas d'autres. Moi, j'en vois pas d'autres, parce que plus on reste sur place, si on ne fait rien, c'est l'action qui va nous prendre. Donc, oui. Sinon, c'est faire la tour du bâtiment et voir s'il n'y a pas une autre entrée et rentrer directement dans le bâtiment. Mais l'avantage d'éliminer certaines menaces avant, c'est que quand on rentrera dans le bâtiment, il y aura moins de monde. C'est ça. Oui. Après, moi, c'est plus les rituels ou la magie qu'ils auraient pu mettre sur place. Oui, mais on pourra pas. Mais on pourra pas se préoccuper des éventuelles magies, pièges, ce que tu veux qu'ils auront mis en place, si on a la tête à s'occuper des gardes. Tout à fait. Bon, on fait quoi ? On fait un petit peu de bruit et il approche. De toute façon, il tourne, hein, donc à un moment donné, il va passer pas loin de la ruelle. On le chope, on l'attrape pendant qu'il. Alors vous savez pas qui est cet homme en fait. Hein, il a même pas de lampe torche en fait. Il balade, il a l'air, il regarde derrière les poubelles, il regarde les fenêtres. En fait, il est en train de chercher qui pourrait regarder en fait. Hein, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Mais vous avez pas l'impression qu'il fait ça subrepticement. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il est dans son bon droit en fait. Et qui regarde comme s'il avait vraiment rien à cacher. D'ailleurs, pourquoi aurait-il quelque chose à cacher ? Telle est la question que vous pouvez vous poser. Alors qu'il passe à côté de la ruelle et qui décide de rentrer dans la ruelle pour aller voir s'il y a quelque chose de suspect dans la ruelle. Est-ce que dans la ruelle, il y aurait un bâton, un truc pour l'assommer ? Oui, tu vas simplement trouver, des poubelles derrière lesquelles se cacher aussi, peut-être, pour essayer de le surprendre. Tu peux arracher dans une petite poutre en bois, qui tenait peut-être. Puis tu te retrouves avec une espèce de grosse matraque en bois, et alors que l'homme rentre, il fait très, très, très sombre en fait. Hein, dans la ruelle, il s'est habitué, et vous aussi à l'obscurité, et vous voyez rentrer. Donc Maï, tu décides de t'approcher d'un coup, de lui donner un coup dans la face. Je suppose que dès qu'il nous dépasse un tout petit peu, on se fait signe toutes les 3 et on lui saute dessus pour vraiment l'assommer. Tu vas pouvoir me faire un test de force avec 2 avantages, puisque tu es aidé de tes 2 comparses de crime, et vous décidez, manu militari, de réduire au silence un homme qui était dans la rue. Oh, joli. Ça c'est beau. Derrière la nuque, il est bien réussi. Alors en fait, vous sautez dessus, le pauvre homme, et j'ai presque envie de dire le pauvre homme, qui rentrait se fait saisir, tandis que un petit coup sur la nuque, il tombe instantanément, pas mort, hein, parce que justement à la critique, tu peux juste l'assommer. En revanche, je suis pas sûr qu'il se réveille tout de suite, hein, et il risque de se réveiller avec un sacré mal au crâne. Et du coup, il tombe au sol, vous pouvez l'amener au sol doucement, pour vous rendre compte que l'homme est seulement un chauffeur, hein, et il a une casquette de chauffeur, il a un uniforme de chauffeur, et voilà, il est là. Il a rien sur lui, pas de matraque comme les autres, qu'on pourrait utiliser pour... Alors tu vas trouver des clés de voiture. Des clés certainement d'une maison. Tu vas trouver ses papiers d'identité, parce qu'il n'a pas de raison de ne pas avoir des papiers, et tu vois qu'il a effectivement les papiers du véhicule qui sont au nom de Henry Usher. Donc c'est bien le chauffeur personnel d'Henry Usher, avec les clés de son véhicule, et certainement de la demeure d'Usher et de la sienne, puisque il s'occupe
Usher. Je vais prendre toutes les clés parce que si à un moment donné on sait pas, on devrait aller même chez Usher. Voilà, au moins on aurait les clés. Voilà. Tu prends toutes les clés et t'as l'adresse de Usher en plus, hein. Rappelle-toi. Moi j'avais une idée du coup. Très très what the fuck. C'est qu'en fait, il y en a une de nous qui se déguise en mettant les vêtements, la casquette du chauffeur, qui se met dans la voiture. Et les deux autres qui genre se mettent à l'arrière. Comme ça, quand Usher il rentre, il sera forcément avec nous dans la voiture, quoi. Et même s'il y a ses gardes du corps ou quoi, j'imagine qu'ils vont certainement le faire rentrer en premier. Donc on le chope, on démarre. Oui, cette idée, tiens. Franchement, c'est vraiment une idée. Après, s'ils sont vraiment en train de faire un rituel, et moi j'ai plutôt le truc de on prend la voiture et on fonce dans le bâtiment en fait. Enfin, C'est une autre solution. C'est un peu plus. Mais oui, c'est du mal. C'est parce que c'est plus offensif, c'est plus offensif. Ça peut faire tuer et là il y a peut-être un rituel en cours. C'est surtout pour ça. Après, est-ce que au niveau du hangar, là, il y a des fenêtres qui permettraient de voir vers l'intérieur ou pas? Alors, il n'y a pas forcément des fenêtres, mais tu penses qu'en faisant le tour, peut-être tu trouverais une ouverture. Une planche peut-être un peu descellée ou une trappe. L'idée, c'est vraiment de voir si on arrive à dit, voir. Au loin, vous entendez John, ça va? John, t'es où, John? Il y a un autre qui arrive. Le but, voilà. Ok. Est-ce qu'on le laisse là ou est-ce qu'on on le laisse là, comme ça, ils vont s'approcher de lui et à ce moment-là, on lui Andy, tu l'as vu, il était par où? Putain, merde, faut prévenir Usher là. John, c'était là, réponds. Il crie un peu dans la rue. Andy, bon, tu restes près de la porte, Andy, je vais voir Usher. Il y a un truc qui se passe. Je pousse un cri. Si quelqu'un s'approche. Ouais, je fais un petit bruit. Andy, tu sais, si quelqu'un s'approche, je tire. Hein. Moi, je pousse un cri. Et un petit bruit à côté, c'est une poubelle. Au secours, à moi, à la police! Alors, c'est le silence. Andy, t'as entendu? Non. John, c'est toi? Quelqu'un pour m'aider, s'il vous plaît. Il y a un homme à terre, il est blessé. Yes, c'est un 3. Putain, Andy, bon, j'y vais. J'y vais, Andy. Et vous entendez cette fois-ci que l'homme vient et vous entendez distinctement le chien d'un pistolet qui est levé alors que l'homme court. Vous êtes où? Et en fait, je vais dire, je suis là dans la ruelle. Sortez. Mais John, votre c'est toi? Et en fait, je vais faire signe aux filles de rester cachées. Il s'approche, et vous voyez une silhouette en fait, parce qu'il y a quand même quelques lumières au loin. Il y a pas tous les lampadaires n'ont pas été cassés. Et vous voyez que l'homme rentre, mais pistolet à l'avant, en avant, en fait, prêt à tirer. Et puis il dit, et vous entendez Andy derrière. Ça va? Hervé, ça va? Ouais, Andy. Il va me trouver agenouillé auprès de son collègue. Avec genre ma main, j'imagine qu'il doit avoir une bosse peut-être qui saigne là où il s'est pris le coup. Donc oui, il saigne un peu, ouais. Donc en fait, je fais genre je tiens la blessure pour pas que ça saigne trop, tu vois. Et je prends un air vraiment paniqué. Je dis venez m'aider, votre ami saigne. Je sais pas ce qui se passe. Mon ami, tu sais pas si c'est son ami en tout cas. J'ai dit cet homme saigne. Je suis en train de rentrer. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Mais je rentrais chez moi, figurez-vous, j'habite. Vous rentrez chez vous, je m'en occupe. Et puis tu vois qu'il a l'arme, il veut pas s'approcher en fait. Hein. Rentre chez toi, toi. C'est bon, je m'en vais. Andy, il y a une dame là. Elle rentre chez elle, faut pas lui tirer dessus. Hein. Elle rentre chez elle. Et du coup, je fais genre, je me barre de la ruelle. L'homme est hyper vigilant et je voudrais demander à Stella et à May de me faire un test de dextérité. Parce qu'il faut être. Essayer. Mais tout peut bien se passer. Évidemment. Stella, tu restes dans l'ombre, alors que May, tu peux pas t'empêcher d'avoir un mouvement. L'homme se tourne vers toi, en fait. Il a son arme et il tire par réflexe, en fait. Tu peux faire encore un autre texte de dextérité, parce que voilà. Et Stella, je te laisse agir.
Ben, je tire à mon tour parce que j'avais mon arme à la main. Ouais. Donc l'homme tire, alors que Stella, tu vois que l'homme, tu entends la détonation, tu tires à ton tour, tu prends ça, Et je fais comment ? tires. Non, bah tu tires, bam, tu touches l'homme, bam, tu tires, l'homme prend la balle, hein, quasi à bout portant, tombe au sol, mais commence à hurler. Que faites-vous ? Je la somme. J'ai peut-être réussi à esquiver quand même, du coup. Ah bah t'as réussi, enfin esquiver, en tout cas il t'a pas touché. Il m'a pas touché, donc je frappe à la tête. Tu t'approches et bam, tu lui donnes un coup, l'homme est au sol, hein, tu lui éclates la tête. Cette fois-ci t'es pas sûr de l'avoir assommé. Mila, toi t'as fait un pas un peu de côté, hein, comme si t'allais partir, hein, je comprends Mila. T'as entendu les 2 détonations dans la ruelle, alors que t'es peut-être à l'entrée de la ruelle, et ça crie du côté du... enfin ça crie au moment où ça détonne, ça crie du côté du hangar de manière nette. Ok. Est-ce que le gars qui était resté à la porte du hangar, il fait mine de me viser avec une arme ? Non, en fait, il fait mine de courir en fait à l'entrée, enfin il fait pas mine, il court à l'entrée du hangar, il rentre dans le hangar en gueulant on est attaqué, on est attaqué. Ok. Bon, on a la voiture. Hein. Oui, moi je m'attends mes copines, hein, de toute façon, là pour l'instant, je sors mon arme déjà. Et après, j'attends les copines qui vont me rejoindre. Je ramasse l'arme de l'homme. Oui, il a un revolver, c'est sûr. Ouais. Tu penses que tu l'as tué. Hein. Enfin, tu l'as tué, tu l'as achevé. La balle l'a mis au sol, tu as donné un coup sur la tête. Ouais. Il se relèvera pas. Et je prends son arme, du coup, comme ça on est toutes les 3 armées vraiment avec des armes. Je pense que c'était le garde du corps d'Henry Hatcher, il a une arme, un calibre assez lourd. Et celui qui est rentré doit être le chauffeur de la dame. Et du coup, je regarde les filles, je fais. Encore une fois qu'on a été jusqu'à Mila, on prend la voiture, on fonce dans le hangar ? Oui, on y va. Allez. Ok. Et bah, vous courez vers la voiture, alors vous prenez les quelques secondes nécessaires, alors que la voiture est ouverte en fait, hein, il a pas fermé la clé, mais pour démarrer, vous rentrez dans une berline assez grosse, métallique, pas ouverte comme les Ford T. Qui conduit d'ailleurs ? Je sais pas conduire, je pense, donc je pense une des deux qui ont un véhicule. Parce que il vaut mieux que ce soit moi qui conduise et que Stella soit en état de tirer si nécessaire. Ok. Donc Stella, tu prends la place du mort. Mila, tu prends la place du conducteur. Et May, tu vas à l'arrière. Au moment où tu démarres, Mila, tu vois la porte du hangar qui s'ouvre et tu vois 2 hommes sortir armés de fusils à canon scié, certainement le chauffeur de John Burton et un autre homme, et ils sont surpris de voir le véhicule se démarrer. Que fais-tu ? Parce qu'une fois que t'as démarré, mais... Fonce dedans. Oui, on fonce dedans, et donc, moi je dois foncer dans la porte du hangar, parce que clairement la voiture elle va pas passer par l'autre, hein, de toute façon. Oui. Tu sais ce que tu dis, alors que tu appuies en espérant que tu as assez de vélocité pour... Et là je prie Jésus, Marie et tous les saints. La porte soit pas solide. Et c'est ce que je me dis à l'époque ça devait être des trucs en tôle ou j'en sais rien. Alors c'est en bois, hein, ça peut être suffisamment solide. Le sujet c'est que t'as pas beaucoup d'espace pour démarrer en fait. C'est-à-dire que tu vas démarrer et t'as 3-4 mètres en fait. Donc je recule un peu. Oui, reculer. Je recule un petit peu et après je fonce le plus vite possible. Tu fais une marche arrière, ce qui va laisser aux 2 hommes le temps de tirer. Ouh, il y en a un qui a fait un 1 là. Pour les joueuses. Le pare-brise, ou en tout cas l'erzac de pare-brise, explose en fait, déversant sur Mila et Stella un tombereau de verre qui vient vous entailler. Vous perdez toutes les 2 1 point de vie, s'il vous plaît. Tu vois qu'ils sont surpris, ils pensaient pas que t'allais t'arrêter, faire marche avant, enfin passer une vitesse et foncer vers la porte. Ils vont à nouveau tirer. Je vais te laisser un test de dextérité à la fois pour éviter leur tir, mais aussi pour rentrer dans la porte. Ok, on va croiser les doigts. Oh
Yes. Et c'est les droits croisés que qu'il tire, mais décontenancé par ton approche de revenir, il pensait que vous alliez fuir, hein. Foncez, bam, tu rentres, hein, avec toute la puissance de cette lourde automobile dans la porte qui explose, qui explose, dans lequel tu rentres, c'est sûr, bam, tu rentres dedans. C'est le moins qu'on puisse dire, et tu vas arriver exactement au milieu d'une foule de personnes qui éclairées par des lampes, en fait, qui tournent tous la tête vers vous. Là, je vais piler quand je vois des gens. Il y a là, une bonne trentaine de personnes, peut-être plus, qui tournent la tête. Tu vois qu'en fait, tu viens non seulement de défoncer une porte en bois, mais une grille en métal, comme une prison à l'intérieur même du hangar. Ok. Tout de suite dans cette lumière qui vous éblouit, vous voyez que à l'étage, parce que c'est un hangar qui est assez haut, il y a plusieurs gardes en fait. Et des hommes qui se relèvent parce que tout le monde a eu peur, donc tout le monde roule, puis t'as peut-être même heurté quelqu'un en rentrant. Et c'était là, tu vois clairement, c'est des prisonniers, certainement ceux que vous aviez vu rentrer, peut-être d'autres, d'ailleurs c'est pas les premiers, qui hurlent quand ils voient ce véhicule rentrer, alors qu'à l'étage, des gardes semblent sortir des revolvers, mais c'est un chaos, hein. C'est un chaos, vous en avez tiré derrière vous, parce qu'il y en a 2 qui sont dehors, hein. Votre véhicule est rentré dans le hangar, hein, complètement. Et une porte sur la droite. Une porte sur la droite, la grille, en fait les grilles, hein, vous les voyez sur les côtés, permettaient de fermer, hein, dans ce hangar, en fait, une zone que vous avez défoncée. Sur la droite, il y a une autre salle, parce que le hangar est séparé en salles, en fait, même si vous n'avez pas l'impression, de l'extérieur, c'est pas une immense salle. Il y a des murs en briques, hein, même, dans ce... Vous voyez une salle avec quelque chose au milieu. Vous voyez une salle. Oh, la fameuse stèle. T'es la première à voir ça, parce que c'est sur ta droite, en fait, quand t'es rentré. Tu vois la stèle. T'es sûr que c'est la stèle. Tu n'en as aucun doute quand tu la vois. Il n'y a rien dessus. Elle est éclairée par une lumière autour de la stèle. Tu vois Henry Usher. Tu vois Jane Burton. JK est là. Voilà. Il y a des cris. Bon, on est mal barré. Il y a des cris. Ouais. C'est là, tu vois donc cette stèle, et entouré de ces stèles, tu vois les 3. Tu vois que JK tourne la tête. Tu vois qu'il il s'est appuyé sur une espèce de canne. L'homme a été lourdement blessé il y a quelques heures. Ce qui fait que il n'a peut-être pas sa réactivité habituelle, alors que je vais vous demander ce que vous faites à ce moment-là. Ça commence à tirer de partout. Soit on leur fonce dessus, soit on recule. Alors en voiture, ta voiture, tu peux plus. Elle est coincée dans la porte, dans la grille, dans les grilles. Que faites-vous? Et je vais commencer par Stella. Dans cet ordre-là, Stella, que fais-tu à ce moment-là? Tu es à la place du mort. À 2 mètres, il y a une porte, et de l'autre côté, il y a une salle avec cette stèle posée en plein milieu et 3 personnes autour de cette stèle. Que fais-tu, Stella, maintenant? Alors, l'instinct d'ancienne policière, etc., c'est de sortir et de leur crier dessus. Bah, je sais très bien que ça ne servira à rien, mais je crie avec mon arme à la main. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire, stop. Ok, voilà. Tu sors et tu cries stop. Mais je les tiens... en visant vers eux. Voilà, exactement. May. Je sortirai pas forcément de la voiture, mais je suppose que je peux peut-être les voir moi d'une vitre arrière de la voiture. De la vitre arrière, tu peux les voir. C'est pas si évident parce que t'es pas juste en face de la porte. Tu devines à peine. Ouais. Ok. Je me mettrai en position pour éventuellement en tirer sur un en fait qui. Tu peux voir peut-être Kay. Parle entre là comme ça, tu pourrais voir Kay effectivement. Oh, si je peux le finir, je tire dessus. Ah, tu tires dessus. Ah bah. Ok. Donc on a une semonce. On a une semonce et toi tu tires. Et je te laisse tirer un dé de 20, s'il te plaît. Car ils sont surpris. Faut que ce soit bien clair. Ils s'attendaient pas à ce que vous rentriez là en hurlant. Tu tires. Ah dommage. Allez. J'en appelle à la fortune. Ouais. Et tu tires. Ta balle peut-être. Ta balle part. Tu peux lancer un des 10. Tu vois que tu
par l'entrebâillement de cette porte, tu vois juste Kay, par réflexe plus que par réflexion. Tu tires, alors que tu entends une demande de... La balle part et vient se figer dans la gorge de Kay. Déjà, il était blessé, mais ta balle, bam, le percute. Et ça le pousse vers la pierre d'ailleurs, parce que t'as fait 10 quand même. Ça le pousse vers la pierre. Et tu vois son corps exploser au contact de la pierre, comme si son corps était avalé. À ce moment-là, Mila, que fais-tu? Il y a toujours les gens, les prisonniers qui sont là en train ils sont en train de se lever. Certains sont en train de se lever, en train de paniquer. Ils vont certainement agir. Ouais, mais là, ils sont choqués pour l'instant. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir comme Stella. Et en fait, en pointant mon arme en haut vers les gardes pour, on va dire, essayer de couvrir en fait avec un tir ou deux les prisonniers, je vais crier aux prisonniers: barrez-vous, échappez-vous maintenant, tout de suite. Vous êtes libres. Et je vais essayer en fait de participer au chaos général. Ambiant. Pour... C'est un 2. C'est un 2 et c'est ce qui va se passer. Donc, une demande de police, arrêtez-vous. Perturbé par un tir qui vient exploser la gorge de Jikai. Enfin, feu Jikai ou pas, vous ne savez pas. Qui vient devant tes yeux ébahis. Stella vient s'écraser sur la stèle. Mais vous voyez qu'il est disloqué, il est aspiré. Mila, tu sors en hurlant. Tu rajoutes au chaos, ce qui va en fait booster les prisonniers qui sont là, qui malgré le fait qu'ils soient menottés, vont se lever et se projeter vers l'extérieur en fait, sous les tirs. Parce qu'à ce moment, les gardes commencent à tirer, mais c'est un chaos ambiant, donc ils tirent sans vraiment pouvoir tirer. Stella, t'es face à la stèle. Et au moment où Kay, touche la stèle, toi tu vois ce qui se passe. Il n'est pas disloqué. C'est pas ça du tout. Il est projeté dans l'autre monde. Et tu vois en fait Kay projeté et apparaître dans le reflet de cette pierre. Tu vois Kay de l'autre côté, mais tu vois Kay, tu vois qu'en fait les trois ne sont plus ici en fait. Ils sont là, ici, là. Tu vois bien que cette pièce est un point de convergence entre les mondes. Et Kay en fait, quand il a été touché, il est projeté dans l'autre monde. Dans ton monde peut-être, ou dans un autre monde, tombe au sol. Cette pierre. Et le chanvre noir le recouvre d'un coup. Il se disloque. Et toi, tu vois que c'est pas la pierre qui l'a disloqué, c'est le chanvre noir, alors qu'il était dans l'autre monde. Usher, Henry Usher, se tourne vers vous. Nous les avions tués. Nous les avions tués. Tassan, il lève sa main. Ok. Tire-lui dans la main. Oui, je peux tout de suite? Ça sera du simultané, Stella. Je te laisse toute ta dextérité face à la puissance magique de Henry Usher. Sorcier je tire. Parmi les sorciers. Ah là là là. Ce soir est le soir, semble-t-il, pour les trois investigatrices. Oh my gosh. Ne vendons pas la peau de l'ours. Tu lèves ton arme et tu vois, il se lève la main pour en invoquer. Tu ne sais pas quoi, tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Tu tires, pouf, ta balle part. Le touche entre les deux yeux. Alors qu'il invoque son dernier mot de pouvoir. Et le sol sous tes pieds se dérobe. Sous tes pieds... Mila, alors que tu t'étais sorti pour hurler, en tout cas ouvrir la porte pour hurler, vous voyez que le sol disparaît. Et que du sol jaillit une noirceur qui vient envahir ceux qui courent, qui hurlent, qui vient d'un coup dans leurs narines. Les prisonniers, et toi Stella, tu sens cette noirceur qui vient émanant peut-être tu ne sais d'où, alors que Usher tombe au sol, s'éclate, disparaît dans l'autre monde. Et aussi aspiré par le chancre noir. Mais cette noirceur, cette fumée noire remonte. Faites-moi
toutes les trois un test de sauvegarde de constitution. Et fou furieux. Ah la vache, ça fait mal ça. Oui. Ouais, très bien. Bon ben voilà. On voit des Vous perdez centaines de 3 personnes qui points se faire de sacrifier. vie ce round-là. Vous êtes complètement... En fait, la fumée rentre en vous, vous entendez les gens hurler, il y en a qui tombent au sol derrière vous, même les gardes en fait. Hein. Et il n'y a plus qu'une dame, puisque Henry Usher, tu viens de lui exploser le cerveau, hein. Faut que ça soit bien clair. Hein. Yelena se retourne, lève ses deux mains. Pauvre fou, que faites-vous? Mila, peux-tu me faire un test de sauvegarde de sagesse avec 2 désavantages, s'il te plaît? Avec 2 désavantages. Ah, une réussite quand même. Non. Tu sens que quelqu'un essaye de prendre le contrôle de ton esprit. Bah oui, bien sûr. Toute la noirceur d'une arme puissante. Et surpris par le fait qu'elle n'arrive pas à prendre le pouvoir de ton esprit. Et Yelena, à ce moment-là, met la main sur la stèle. Elle n'est plus là, Stella. Tu la vois, elle est dans l'autre monde. Elle vient de passer dans l'autre monde. Elle est dans l'autre monde, tu sais pas trop où elle est dans l'autre monde, mais dans l'autre monde, tu vois... tu vois qu'il y a quelques personnes aussi, des gardes. Et il y a des hommes aussi dans l'autre monde. Et Yelena hurle quelque chose, mais tu l'entends pas, alors que les gardes commencent à égorger en fait les hommes qui sont dans l'autre monde. L'autre monde, peut-être votre monde. En fait, vous ne savez pas. Vous savez pas où vous êtes. La noirceur est là. Je vais vous demander une action. Il faut partir. Bon. Moi, je me précipite sur la stèle. Oui, moi je me dis qu'il faut la détruire, cette stèle, non? Ah non, moi je mets la main dessus pour les suivre. Ah, tu veux passer? Ok. Mila, mais de l'autre côté, on Mila, tu cours. Mila, tu cours vers la stèle, tu mets ta main. Stella. Je crie à Mila, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Tu Ne cries, touche très pas à bien. ça. May, qu'est-ce que tu fais? Bah moi, j'allais sortir de la voiture pour Tu sors de la voiture. partir du hangar, parce que Et je tu pars du hangar. fumée noire, en fait. Et tu pars du hangar. Bah ouais, je toutes vais les me diriger trois. vers l'extérieur. Sauf May, parce que May va sortir du hangar et donc sortir de la zone de danger. Les deux. Non, mais... Vous perdez 4 points de vie. Je ne sais, Mila, Allez, c'est un test de constitution pour arriver à toucher la stèle avant de tomber. Mais tu tomberas, hein, quoi qu'il en soit. Ah oui, non, mais j'en doute pas, hein, écoute. Tu cours. C'est un fumble. En fait, tu fais 2 pas. Et tu vas et en fait tu glisses sur quelqu'un et bam tu tombes, mais au pied c'est là en fait, hein, alors que c'est là tu dis mais qu'est-ce que tu fais? Et tu vois que Mila est inconsciente et t'es encore au milieu, Stella, hein, de cette fumée. Stella, dis-moi ce que tu fais maintenant, alors que tu vois que maintenant c'est plusieurs personnes de l'autre côté qui sont égorgées vives. C'est le moins qu'on puisse dire. Stella, que fais-tu? Stella, que fais-tu? Que fais-tu? J'essaie de prendre Mila et de la tirer vers l'extérieur. J'essaie de prendre Mila et tu la tires vers l'extérieur. C'est exactement ce que tu es en train de faire. Tu tires Mila vers l'extérieur et tu l'amènes à l'extérieur alors que tu vois que les gens tombent autour de toi. Vous retrouvez toutes les trois à l'extérieur. Il y a des prisonniers, hein, des hommes, des femmes autour de vous, hein, qui sont dehors, qui ont sauté en fait sur les deux vigiles, les 2 gardes qui étaient là, voire massacrés, hein, presque de la folie de s'échapper, alors que qu'il y a cette fumée noire qui commence à se dissiper. Mila est inconsciente. Ouais, si on s'est un petit peu éloigné, on l'a traîné un petit peu, on s'est mis un peu à couvert avec tout le chaos. J'utiliserai ma capacité, parce que si je vois qu'elle respire plus, Mila, ma capacité est médecin de terrain du coup, pour essayer de la choquer ou faire je sais pas quelque chose pour qu'elle. Bon, en tout cas tu réanimes Mila. Tu ne sais pas trop comment. Mila, t'es sûr qu'on a essayé de pénétrer ton esprit. N'aurait été ta sagesse naturelle, tu serais tombé dans les raies de quelqu'un qui allait te manipuler. Vous entendez des cris à l'intérieur et vous voyez un incendie. Oui, ça commence à brûler. L'entrepôt commence à légèrement brûler. Le toit commence à brûler. Ce n'est pas que le toit, un bâtiment pas très loin, à une vingtaine de mètres, commence aussi à brûler, comme s'il brûlait lui-même. À côté de vous,
une femme, une prisonnière, peut-être une femme de pêcheur, commence à rentrer en combustion spontanée elle aussi. Merde. En hurlant. Alors autant dire que les prisonniers hurlent et partent en hurlant aussi. Ah oui. Faites-moi tous un test de santé mentale, sauf Mila. Oui. Vous gardez votre sanité mentale, mais on prend Mila sous les bras là, et puis avec Stella, celle-là, il faut qu'on court quoi. On va essayer de partir le plus loin possible, ou en tout cas de s'éloigner de cet incendie qui est en train de faire combustion spontanée sur tout le monde. Moi je vous dis, mais la stèle, on peut pas laisser la stèle comme ça. Il y a du feu partout, Mila. C'est le toit qui brûle hein, pour l'instant. Pour l'instant, c'est c'était le toit qui brûle et c'est les toits qui s'allument. Mais effectivement, ça va prendre. Hein. Ça va prendre. Pas instantanément. Et on est d'accord que la stèle, bon là en plus elle semble active, etc. Mais c'est un gros truc. On est d'accord que normalement c'est transportable dans une caisse. Dans une grosse caisse. Il faut une camionnette. Vous n'arriverez pas toutes les trois à la porter, hein, ça c'est sûr. Voilà, sinon, donc on essaye de la détruire. Avec quoi ça c'est la question. Sinon j'aurais déjà. Peut-être que le fait de, je sais pas, ça va. On essaye voir ce que ça donne. C'est de la pierre. A priori. Donc, et dans le livre, nous on n'a pas le livre avec nous. Hein. Non, on l'a pas. Si, je l'ai. Non. Si, dans sa sacoche, Mila, elle s'en est pas séparée. Hein. Je crois que j'ai gardé dans ma sacoche. Oui. Ah oui. C'est bon, ça brûle. On n'a pas le temps de lire ce bouquin, mais peut-être. Là, faut agir. Soit vous fuyez, soit vous essayez de faire quelque chose avec la stèle, soit vous avez une autre option mais c'est maintenant qu'il faut choisir. Moi, je pense que je tente, vu que j'ai toujours mon arme, enfin, là, je l'ai peut-être lâchée, mais je la récupère, j'essaie de tirer sur la stèle. Tu re-rentres dans le hangar hein, pour pouvoir tirer sur la stèle. Je reste, enfin, je suis dedans, oui, donc si jamais il y a encore de la fumée noire, je vais me la reprendre dans la gueule, sûrement. Il n'y a plus de fumée noire, la fumée soit arrêtée, vu que maintenant ça brûle. Mais j'essaye de tirer dessus pour voir si la balle passe dans l'autre monde, ou si elle ébrèche la stèle, ou si elle fait rien du tout, elle ricoche. Tu re-rentres toute seule, hein, vous la laissez rentrer faiblarde. Non. On la soutenait, donc vous la soutenez, à trois vous rentrez alors que tout le monde se barre, même les gardes hein, sont partis. Vous rentrez dans quelque chose qui est en train de brûler. Vous voyez que le toit brûle de plus en plus, et puis c'est en train de descendre, et puis à l'extérieur vous voyez un autre bâtiment un peu plus loin qui est en train de brûler en fait. Hein. Et vous rentrez, la stèle maintenant, là vous la voyez clairement, et puis vous voyez que c'est quasiment ouvert, vous voyez de l'autre côté en fait, vous voyez un autre hangar, et des gens sont au sol. Il y a John Burton qui est là, c'est un autre monde, et au milieu de ces hommes, Mila, tu vois quelqu'un en fait. Ouais, tu vois qu'il y a quelqu'un il va être assassiné, c'est sûr. Attends. Ah, c'est le. Non, pas George. C'est George Emerson qui est là. Et faut que j'aille le sauver. En tout cas, tu vas pour tirer ou tu vas pour le sauver? Parce que je sais pas comment tu fais pour ça. Mais du coup, il faut que j'aille le sauver. Il est amoureux de moi, le pauvre. Mais c'est pas le nôtre. Et tu sais, je te dis, c'est pas le nôtre. Peut-être te voit-il, alors que tu dis ça, peut-être la force de son amour. Alors qu'un garde de l'autre côté, dans l'autre monde, va pour l'égorger, il te regarde et crie: mais là, je te cherchais. Ils m'ont enlevé quand je venais chez toi. Je tire en direction de la personne, à travers la stèle, en direction de la personne qui va pour l'égorger. Tu tires. Je tire en espérant. Ouais, je vois. Tu t'essaies de tirer. Bon. Vous auriez pu être ensemble. Tu tires. Tu vois que en fait, la balle vient ricocher sur la pierre. Damned. Et à ce moment-là, peut-être est-ce ça. Mais non. Ton sac brûle, Mila. Non, pas mon livre. Le livre s'enflamme, enflammant ton corps par la même occasion. Non. C'est quoi ce livre? Tes yeux deviennent noirs. Car tu es le mal, Mila. Oh shit. Ok. Car... J'aurais pas dû la soigner. Des ténèbres, tu reviens. Et autour de toi, tu sais ce qu'il faut faire, Mila. Tu sais qu'il faut accueillir le dévoreur de monde.
et que le sacrifice des humains est nécessaire, mais plus que ça, leur souffrance, plus que ça, leur agonie. Mila, elle te porte, et c'est en enfer de douleur qu'elles doivent aller. Est-ce que tu les fais brûler avec toi? Oh oui. Oh oui. La flamme qui était sur elle se propage sur vous, mais vous pouvez me faire un test de sauvegarde de sagesse, mesdames. Car vous êtes folle depuis longtemps. Vous, il vous reste peut-être un fond de sagesse ou pas. Oh. 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 On résiste. On résiste. Je peux utiliser un point pour leur faire relancer, mais je suis dans mon personnage. Ouais, c'est vrai. Vous pouvez relancer vos jets, s'il vous plaît? Oui. Avec des avantages, du coup, ou juste relancer? Non, normal. Mais voilà, très bon, bah là, forcément, allez. Pas de fortune si on est a essayé de te sauver. Vous commencez à brûler. Je suis le mal. Vous commencez à brûler, surtout vous vous rendez compte que de cette brûlure, en fait, c'est du chanvre noir. Vous pouvez toucher vos objets, mais vos objets ne servent à rien. Vous vous rendez compte que cette encre, ce n'est pas ça, l'encre. L'encre, c'est un morceau du corps mort de vos doubles. Et vous avez échoué en ça. Vous levez les yeux au ciel. Vous levez les yeux au ciel, car au ciel, au-dessus de vous apparaît le dévoreur de monde. S'habillement vers la terre, vers les mondes ouverts. Emerson hurle de l'autre côté. Mon amour! Alors qu'une lame s'enfonce dans sa gorge. Vous êtes en train de brûler, mais vous pouvez agir toutes les deux encore alors que vous savez qu'il vous reste peut-être quelques instants de vie. Et je vais vous laisser à toutes les deux une dernière action alors que Mila est devenue flamme, devenue ténèbres, et l'âme de Mila va rejoindre le dévoreur de monde. Car le dévoreur de monde ne dévore pas des mondes, il dévore ceux qui vivent sur les mondes. Leur âme s'en repaît et passe de monde au monde. De monde au monde. Que faites-vous? Pour ma part, là du coup, plus rien à perdre, je cours vers la stèle. T'as ton avant-bras qui est en flamme, hein, mais tu peux courir vers la stèle, tu cours vers la stèle. Oui. Okay. Oui, là, comment dire, je veux comprendre ce qui se passe. Je me dis qu'en allant vers la stèle, peut-être que je passe de l'autre côté et que je brûlerai plus, j'en sais rien. Bon, tu cours vers la stèle, May. Bah, je savais pas trop quoi faire, mais si je vois le quelques secondes d'élan de Stella qui va vers la stèle, je me dis ouais, allez, j'y vais aussi, et puis quitte à mettre une balle dans la tête de celle qui est en face, la fausse. On sait pas qui, on sait pas vraiment son vrai nom, on sait pas. Je Boston. Mémoire d'outre-tombe. Vous foncez dans la stèle et pouf, vous disparaissez. Mais vous comprenez que vous n'êtes pas des magiciens. Pouf, un monde. Vous êtes dans l'eau. Pouf, vous redisparaissez. Une forêt primitive, des oiseaux inconnus. Pouf, vous redisparaissez. Encore, ce n'est pas la première fois que vous avez ce phénomène. Vous ne savez pas, plusieurs fois, vous hurlez de douleur alors que vous passez, que votre main s'arrête de brûler, peut-être parce que vous étiez dans l'eau, vous êtes perdu dans le temps et l'espace. Alors là, t'as fait avec double désavantage, non? Ah. Oh, c'est pas grave. Non, oui, je l'ai mis sur désavantage et... Parce que t'en avais... J'avais été trop loin. Alors comment je fais un petit curseur? Pas de bol. Bah oui, super. May, tu commences à rattacher un fil qui pourrait te mener jusque là-bas. Oh, joli. Vous rattachez au fil, alors que vous rejoignez, en fait, vous êtes agrippé à un fil qui va vous ramener à votre monde, et vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes dans la stèle. Vous êtes dans la stèle. C'est elle qui fait le lien entre les mondes. Et vous vous rendez compte que en fait, le dévoreur est sur votre gauche. L'autre monde, votre monde peut-être, vous ne savez pas, est à votre droite. Il suffit de pousser la stèle à gauche pour que la porte se ferme et que le dévoreur reste sur le monde de gauche, ou de pousser la stèle à droite pour que
le dévoreur dévore le monde de droite. C'est votre choix. Ah bah non, moi je veux pas qu'il dévore un monde, hein, donc je vais essayer de... Alors je sais pas ce que fait celle-là, mais moi ma volonté, en tout cas je fixe ma volonté mentale, tout, pour que la stèle bloque le dévoreur de monde. La stèle, voilà. a une porte. La stèle ne bloquera pas si c'est la porte. Non, c'est ça, je veux fermer la porte pour pas que le dévoreur puisse... Si tu la fermes, soit il dévorera le monde de gauche, soit il dévorera le monde de droite. Et notre fil, on sait pas où il va. Enfin... Non. Est-ce qu'on arrive à voir des images de ces deux mondes-là, quand même? Non. C'est opaque, on peut pas voir. À droite ou à gauche, votre choix. Et vous êtes perdu, hein, vous savez plus en fait. C'est à droite ou à gauche. À droite ou à gauche. À droite. Mais t'as toujours eu plus d'intuition avec toutes tes visions, etc. Je te suis. À droite ou à gauche. Stella, où veux-tu aller? Vers où vas-tu fermer la porte? Vas-tu faire dévorer le monde de droite ou vas-tu faire dévorer le monde de gauche pour sauver celui de droite ou vice-versa? C'est ton choix. C'est un choix de démiurge, un choix de divin, de détruire un univers pour sauver un autre. Donc j'avais dit vous allez bloquer à gauche, en fait le dévoreur va se diriger vers le monde de gauche. Oui, c'est ça. On sauve le monde de droite. Moi je me dis, dans un labyrinthe, il faut toujours suivre à gauche pour sortir. Vous sauvez le monde de droite et vous fermez la porte. Le papier. Vous vous réveillez quelques jours plus tard. Un hôpital. Vous sentez l'odeur de brûlé au loin, alors que peut-être, c'est là, tu vas lever ton torse pour te rendre compte que tu es brûlé un peu de partout. Et par la fenêtre, tu vois au loin des volutes de fumée résiduelle d'un grand incendie. Tu entends le bruit, tu te rends compte que tu es à Salem. Il fait jour, c'est l'automne. Un médecin rentre et va s'approcher de toi. En face, dans le lit, il y a un autre lit, il y a May. Et May, tu te lèves. Tu vois sur Stella, le chancre noir est en train de la dévorer. Ce sera votre fin. Ouais. Donc tout a commencé il y a pas mal d'années, à la fin du siècle dernier d'ailleurs. La vraie histoire, c'est que vous n'êtes pas un monde réel. Enfin, vous n'êtes pas un monde réel. Vous êtes un de ces xème copies de la Terre. Et en fait, à la fin du siècle dernier, dans ce que je vais appeler l'autre monde, hein, le monde, voilà, un autre monde, la famille Usher a eu des problèmes. Rappelez-vous, sa mère s'est fait violenter par un homme, etc. Ce qui a rendu un peu fou Usher, qui a commencé à faire des analyses pour faire revenir sa mère, pour trouver un endroit où il pourrait retrouver sa mère. C'est comme ça qu'il a rencontré Helena, la fameuse Helena, alias Jane Burton. Et dans ses recherches, alors Helena est une sorcière qui vient d'Europe et qui s'est mariée avec un homme, un d'Edward, et qui l'a tué pour récupérer sa fortune. Ça, vous l'aviez découvert. Les deux vont être rejoints de Kay. Kay qui va apporter une vision tout orientale de la chose et aussi une composante importante de la capacité à se déplacer entre les mondes, mais alors plutôt le monde des rêves, l'outre-monde. Astralement plutôt. Exactement. Et donc ces trois-là, en fait, vont trouver... Alors ce sont des sorciers, hein, par nature maléfiques, vont trouver un moyen de se déplacer entre les mondes. Usher essentiellement dans l'optique de retrouver sa mère, en fait. C'est une espèce de quête pour retrouver sa mère. Yelena dans une quête de pouvoir absolu, et surtout Yelena ayant elle en tête d'appeler une créature qui dévorera le monde et qui en fera d'elle la maîtresse incontestée quand elle sera devenue une démone, comme Mila est devenue en fait. Hein. Mila est devenue en fait une maîtresse du monde dévorée par le dévoreur du monde. Mais il y a encore un monde si il est dévoré. Franchement, c'est pas mal comme fin en vrai. Non, mais c'est une vraie fin. Après, elle est toute fière. Elle est toute fière. Ouais, c'est cool. Je suis toute fière.
Du coup, tu fais maître du monde, franchement, c'est beau. Oui, mais tu règnes sur quoi s'il n'y a plus personne? Mais ça, c'est une vision de l'esprit humain. Régner sur quelque chose, c'est tout humain. C'est tout humain. Donc, c'est une quête à invoquer. Cette créature dévoreur de monde, qui est une créature du mythe, effectivement, qui balade en fait de mondes parallèles. Alors, le mythe de Cthulhu n'est pas qu'un monde linéaire comme le nôtre, il est en multidimension, etc. Donc, voilà, c'est plutôt du multidimension. Ils vont se déplacer de l'autre côté. Au passage, ils ont rajouté quelqu'un dans leur trio qui est le plus grand sorcier de Salem, le fameux Morton. Mais Morton devient fou, mais vraiment très très fou. Et finalement, Yelena décide de l'interner dans l'autre monde, parce que pour que ça soit plus, et elle veut pas le tuer, mais veut l'interner. À chaque fois qu'ils sont allés dans l'autre monde, ils ont dû tuer leur double et garder une partie de leur double afin d'avoir une ancre. Autrement, s'ils n'avaient pas cette partie du corps là, le chancre secret, puisque le chancre en fait veut rétablir un certain équilibre, et donc va détruire en fait la matière qui n'existe pas de ce monde au fur et à mesure pour pas que ça perturbe l'équilibre fragile des dimensions. Donc ils arrivent et c'est surtout Yelena qui arrive à trouver un moyen. Et leur idée, c'est d'offrir aux dévoreurs du monde plusieurs mondes. 2 mondes à la fois, pour le faire venir, parce qu'un monde ne suffira pas à le faire venir. Donc pour que ça soit comme un phare dans le monde multidimensionnel, enfin dans l'univers multidimensionnel, ils veulent lier 2 mondes ensemble, pour que le dévoreur de monde se projette et puis vienne dévorer les 2 mondes et qu'ils deviennent à la fois les maîtres. Enfin, peut-être sont-ils manipulés d'ailleurs dans leur folie pour devenir les maîtres d'un monde qui n'existe plus. En 1914, la première fois, ils se disent on va y arriver. Donc ils font tout un rituel. Le problème, c'est que ça marche pas. Ça marche pas du tout. Et ça lie d'autant plus les 2 mondes, parce que là ça lie d'autant plus les mondes, mais de manière très instable. Et donc le chancre commence à se déclencher n'importe où. Donc en fait, ils se rendent compte qu'ils vont détruire les 2 mondes sans avoir rien du tout, puis vraiment, alors, du coup ils ont tout perdu. Et donc c'est pour ça que ça commence à être vraiment très compliqué dans les 2 mondes, alors un peu moins dans l'autre monde, dans le vôtre en fait, tout dépend de où on voit, dans votre monde un peu moins, mais il y a commence à avoir des traces, alors que dans leur monde, depuis 1914, c'est la galère, vraiment il y en a partout, enfin de plus en plus, et puis ça va détruire, alors il faudra peut-être des dizaines d'années, hein, mais ça va tout détruire, les 2 mondes vont s'auto-détruire parce qu'ils sont... C'était à cause de ça du coup qu'il y avait eu l'incendie mon amie était morte? L'incendie est dû, en fait, ils avaient besoin de personnes à sacrifier pour le rituel. Oui. Et donc, ils ont sacrifié une mère et leur fille. Ouais, parce que Usher est... Pourquoi ils ont sacrifié une mère? Parce que Usher est convaincu que le père de Dory est celui qui a violenté sa mère, violé et violenté sa mère. Et le mec est tellement fou qu'en fait, il le balance dans l'autre monde. Il le projette dans l'autre monde. Alors que, certainement, le père de Dory... Bon, en vrai, si il avait un caractère un peu... voilà. Mais... ouais, mais bon. Voilà. Et donc, en fait, il le projette pour lui. Il fait pas la différence entre les 2 mondes. Ouais, mais il aurait pu s'en prendre au père de Dory, et pas Dory est pas une femme et un bébé, enfin et un bébé quoi, c'est... Le père s'est suicidé après. C'est salaud ça. Et surtout qu'il a fait sauter, rappelez-vous, hein, il a reçu le cœur de sa femme, donc voilà, c'est le truc un peu terrible. Donc ils se baladent dans les mondes avant 1914, hein. Dès le début du XXe siècle, ils se baladent, mais depuis qu'il y a eu l'incendie, depuis que les mondes sont beaucoup plus mixés, on va dire, ils se baladent plus facilement. Alors, quand je dis qu'ils se baladent, il y a que les sorciers, hein. Il y a que ces 4-là avec Morton, hein. Ils sont pas pléthore, hein. Et donc ils ont supprimé leurs doubles, qui sont pas exactement la même richesse. Enfin, tous les doubles ne sont pas pareils, hein. Ils ont des vies différentes. Voilà, Usher, en l'occurrence, Usher n'a pas d'existence remarquable dans l'autre monde. Donc il le tue. Kay aussi, c'est un mec de la mafia qui dans l'autre monde, il a quand même dans votre monde, il a quand même une vie remarquable parce que c'est quand même quelqu'un de particulier. Morton, oui, dans sa clé là, Morton, il avait un morceau du corps de l'autre Morton. Ah, ok. Voilà.
C'était une piste, mais je pense que vous aviez compris que c'était des morceaux humains assez rapidement qu'il fallait avoir. Donc ils se baladent, et puis à un moment donné, il faut stabiliser le monde, puis il faut toujours appeler le dévoreur, et donc ils enquêtent, et il y a cette stèle. Stèle qui est un outillage des Yicts. Alors je sais pas si c'est une race du mythe de Cthulhu qui se balade dans le futur, dans le passé, entre les mondes. Donc c'est des voyageurs extratemporels, interdimensionnels, et donc ils retrouvent l'existence de cette pierre dans le passé, et ça tombe bien parce que c'était quelque chose qui est venu à Salem. Donc ils fouillent, et la particularité de cette pierre, c'est qu'elle se balade entre les mondes, et donc ils finissent par retrouver la trace, mais dans l'autre monde, dans votre monde, pardon. Et cette pierre a c'est pas une pierre maléfique en elle-même, c'est une pierre qui permet des déplacements extradimensionnels ou entre dimensions, et qui veulent l'utiliser pour stabiliser un peu, mais surtout faire que les deux mondes soient en contact, et attire le dévoreur cette fois-ci avec une pièce du rituel, certainement qu'ils n'avaient pas au premier rituel, et qu'ils veulent faire. Le problème dans l'histoire, c'est qu'il y a vous qui commencez à foutre le bordel. Donc à gauche, et vous commencez à enquêter sur Irvinswood, donc ils sont obligés de régler le sujet, surtout vous parlez de choses un peu bizarres, donc voilà, ils finissent par régler le sujet avec Kay. Et dans votre monde initial, c'est à peu près la même chose, Kay vous commence à vous courir dessus parce que vous lui courez un peu sur le haricot. Donc Winthrop, qui est au début, lui c'est un dommage collatéral, il est juste là parce qu'il cherche la pierre, en fait, la stèle. Et toute l'histoire effectivement tourne autour de cette stèle, alors que tout est orienté vers quelque chose d'extradimensionnel. Les sorcières de Beverly, le convent existe dans toutes les dimensions, car quand ils ont eu la pierre, la mère du convent et son acolyte sorcier ont utilisé la pierre pour se barrer. Parce que voilà, ils n'ont pas voulu mourir pendus, et donc ils ont utilisé la pierre après qu'il a été enterré, sombre histoire de pierre. Jusqu'à ce que vous arriviez et que vous commenciez à rentrer dans cette histoire et à vous balader entre les mondes pour découvrir qu'il y avait quelque chose de particulier dans cette histoire. Et jusqu'à vos choix fatidiques qui vous a amené à choisir le mauvais monde à détruire. Mais qui sait si bientôt il n'arrivera pas le dévoreur dans un autre monde. Ça, c'est une autre question. Possible. Et il y avait donc votre bien-aimé arpenteur des rêves dans l'autre monde depuis 1914. Il y avait des gens qui commençaient, comme c'était plus perméable, et en fait depuis 1914, il y a des gens qui rêvaient, alors c'est pas du monde des rêves, mais qui rêvaient de l'autre en fait. Et c'est pour ça que Jefferson, il a commencé après 1914 à dessiner, et puis il était sûr que c'était parce qu'il voyait en rêve, et clairement ces rues-là, et c'est ça qui. Et il y avait d'autres personnes qui commençaient à voir ou à voir des images en fait, de l'autre monde. À Marblehead, il y a une histoire que on n'a pas fait finalement, c'est autour des profonds. Donc les profonds, c'est des créatures qui mi-marines, mi-humaines, dégénérées, très laides, qui vont aider les sorciers en récupérant en fait des prisonniers qui sont des bateaux disparus. En fait, ils coulent des bateaux, ils récupèrent des prisonniers qui vont amener pour le rituel, parce qu'en fait, il faut des centaines de personnes. Donc dans votre monde, vous auriez vu qu'en fait, ils sont pas au même endroit, ils sont dans un autre endroit, avec des centaines de personnes, dont effectivement ton amant, parce qu'il était venu à votre recherche, il s'était fait choper par Kay. Kay, vous l'aviez vraiment quasi tué, il lui restait un point de vie quand vous l'avez tiré dessus, et qu'il est reparti dans l'autre monde en désespoir, mais sachant qu'il pouvait plus vraiment revenir dans votre monde puisqu'il avait plus d'encre. Vu son état de santé, il serait quasiment mort dans l'heure ou dans les 2 heures, donc vous l'aviez quasiment mis en état de nuit. Elena d'Edward, donc c'est Jane Burton, donc elle se balade entre les mondes comme elle veut parce que c'est une vraiment puissante sorcière, et en fait elle avait mis un piège. En fait c'est un piège, le livre c'est un piège. Le livre c'est pour trouver en fait des sorciers et des sorcières, enfin c'est un piège, c'est pas vraiment un piège, c'est pour attirer en fait des sorciers et des sorcières et les récupérer dans son cercle de, enfin on va dire de pouvoir. Donc voilà, c'était pas la première, il y en avait eu d'autres avant. En fait le livre il traînait là depuis mal de temps, qui est le vrai livre originel
et qui sert en fait d'appât, et après elle prend le pouvoir. Donc c'est vraiment une pourriture de sorcière, elle est vraiment bien pourrie. Et effectivement, je vous l'avais mis un peu présente. Il y avait une question ou deux à un moment donné sur. Tiens, quand même, elle était un peu là. Elle pose beaucoup de questions quand même sur notre vie de machin. Elle voulait participer. Elle voulait participer. Ah mais elle serait allée avec vous. Mais j'ai rêvé à un moment donné que vous la traîniez partout. Ça aurait été. Heureusement que. Voilà. Après, la situation, c'est qu'a priori, elle est morte aussi. Du coup, là, elle s'est fait dévorer. Ah bah, vous avez sacrifié le monde dans lequel elle s'est réfugiée. Vous ne savez pas. Elle a toujours eu un rêve de devenir une puissance, mais Usher, joli coup. De toute façon, c'est des sorciers, ils peuvent mourir. Ça, c'est sûr. Donc ça, ils peuvent mourir aussi rapidement que vous. En vérité. Satisfaction d'avoir tué Kay. Voilà, d'abord. Même s'il restait un point de vie qu'il allait mourir. Il était quasi mort. Kay, vous auriez pu le tuer finalement avant, parce que c'est vraiment le seul des sorciers qui était à votre contact. Et quand vous étiez venu dans l'autre monde, enfin pour vous l'autre monde, vous auriez pu effectivement rester plus longtemps. C'est ça, on aurait vu Yelena. Vous auriez vu, alors mais c'est sûr, vous auriez vu, j'avais déjà prévu que vous alliez par exemple chez elle et que vous auriez vu le tableau de Yelena avec son mari et que c'était Jane Burton en fait. Et du coup, on n'est pas trop vite. En fait, vous auriez eu cette info-là et en revenir dans l'autre monde, vous l'auriez chopé potentiellement et eu plus d'informations. Il suffisait qu'un des sorciers soit mort. Enfin, Kay pouvait mourir et le rituel, ils peuvent le faire. Enfin, du moment où il y a Yelena, ils peuvent faire le rituel en vrai. Mais vous auriez pu effectivement tromper Burton, par exemple, en lui faisant croire que oui, viens avec nous, et puis en fait, en sachant que pertinemment, c'est une sorcière où elle est. Voilà, il y avait d'autres astuces. Alors, moi j'ai une question par rapport un peu à tout ça. Quand on était à travers les yeux des autres nous, quand on lisait le journal de l'ancienne Mila, il y a ce moment où en fait l'autre Mila a dit à Usher, a parlé du dévoreur des mondes. Et Usher, il a moins paniqué et il nous a jetés à la porte. Parce qu'en fait, il pense que vous êtes des sorciers concurrents. En fait, il y a toute une histoire où ils ont dû supprimer des gens, et c'est pour ça que Yelena aussi a mis un piège à sorcier. Parce qu'en fait, semble-t-il qu'il y a beaucoup de sorciers sur l'autre monde, et beaucoup ont envie d'appeler le dévoreur des mondes, donc il y a de la concurrence. C'est pour ça qu'ils éliminent la concurrence. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a dit vous voulez vous affronter avec nous ou un truc comme ça. Je sais plus trop ce qu'il a dit. C'est pour ça qu'ils ont défoncé nos doubles de l'autre côté. Ils ont défoncé vos doubles quasiment juste après, en pensant que vous poussiez être un danger pour eux. En envoyant en plus l'artillerie lourde magique. Ils vous ont défoncé. C'est même pas Kay qui est venu. Ils ont envoyé des créatures. Mais vos doubles, ils connaissaient rien de rien, aucune magie, donc ils se sont fait dévorer, enfin lacérer en quelques minutes. Et donc, avec cette vision et ce message-là, c'est ça qui a entraîné la fin de vos doubles, qui se doutaient de rien, quasiment de rien. Mais j'avais imaginé que vous puissiez aller et rencontrer vos doubles. J'avais en tête que... parce que ce que vous avez fait avec vos doubles, vous pouviez ne pas y aller, en fait. Et donc, vous pouviez ne pas vous faire détecter par Usher. Et donc un jour rencontrer vos doubles. Et on aurait joué la rencontre avec vos doubles. Voilà, je sais pas trop comment on l'aurait fait, mais on l'aurait fait. Qui aurait pu vous aider. Et d'ailleurs qui aurait pu être... J'avais même vu dans ma tête où il y avait deux équipes en même temps et on sautait d'un groupe à l'autre, monde par monde, pour arriver à arrêter le rituel. C'était un peu ça que j'avais imaginé. J'avais imaginé ça à la fin, mais c'est un peu compliqué, mais c'est jouable du moment où on est bien timé. Donc ça ouvrait tout un tas de possibilités de fin, de jeu, Les sorcières de Beverly étaient un nexus important de l'histoire parce que elles ont toute l'histoire de la mère du convent, de la pierre, du passage. Elles peuvent vous faire passer très vite. Elles peuvent vous faire passer dans l'autre monde en fait. Elles ont le pouvoir de vous faire passer dans l'autre monde quasiment tout le temps en fait. Dès le début, elles peuvent le faire en fait. Et ce qu'elles ont fait pour vous sauver. Mais vous auriez pu le négocier. Je pense que en fait, si vous aviez vu, le point, c'était le livre. Plus vite vous alliez vers le livre, plus vite vous vous rendez compte que vous aviez moyen de passer entre les mondes par vous-même. Et ça, dans ma tête, peut-être vous auriez pu y aller avant et tout de suite avoir un moyen de passer plus tôt.
Mais attention, il faut y être allé une fois dans l'autre monde. Si vous n'êtes pas allé une seule fois dans l'autre monde, mais une fois que vous vous rendez compte qu'il y a des passages avec les sorcières, en discutant avec les sorcières, elles vont vous ouvrir les portes parce que les sorcières, non, elles veulent défendre le monde, elles ont aucune... Enfin, le dévoreur réel, c'est pas dans leur tradition, on va dire. Donc c'est des alliés, en fait, c'est des alliés à double tranchant. Mais c'est plutôt des alliés dans... Surtout Kay va les tuer, parce qu'il voit bien que... Kay, c'est un fou furieux. Hein. C'est partie d'une secte chinoise, il déforme, il torture, enfin bon bref, il écorche. C'est l'écorcheur, c'est le dieu de l'écorcheur chinois. Moi. C'est un fou furieux. Hein. Ouais, puis vous auriez pu aussi rencontrer les doubles de d'autres personnages. Il y avait Alexander Winthrop, par exemple, dans l'autre monde, il était toujours vivant. Il n'est pas mort. Enfin, il y avait d'autres... ça aurait pu donner lieu à d'autres... là, pour le coup, il y a toujours le mentor de May, en fait, qui est là, du coup, dans ce monde-là. Si. Oui, bien sûr. Il est certainement pas mort, ouais. C'est très possible. En fait, ça va avec celle-là. En fait, on peut se débrouiller. Si on n'est pas tué par le chanvre noir tout de suite, ouais. Vu votre état de santé, je pense que vous n'allez pas sortir de l'hôpital, vous allez finir ici, mais on laissera ouvert. On laissera ouvert. Voilà en gros l'histoire. Si vous avez des questions, je peux répondre, mais c'est une intrigue finalement relativement simple, bien sûr. Et attention, c'est pas l'histoire de la lisière du tout. Hein. C'est pas l'histoire officielle. L'histoire officielle, je vous le dis en 2 minutes. Mais de toute façon, ceux qui ont suivi la campagne, ils se demandent pourquoi on n'est pas dans la lisière. Donc les viewers qui nous écoutent, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'ils ont fait? L'histoire officielle, c'est il y a 5 sorciers, dont Usher, 5 autres, hein, donc c'est nombreux, dans le vrai monde. Et ils décident, pour appeler le dévoreur de monde, de créer une poche d'âme. Et cette poche d'âme, c'est votre monde. Et qui s'arrête, en fait, qui est juste à Salem. Vous pouvez pas quitter Salem, vous pouvez pas, en fait... Normalement, dans le scénar, à chaque fois que vous voulez quitter Salem, vous revenez tout de suite, et vous n'avez rien trouvé. Et donc ça fait une poche, et en fait, à chaque fois que des gens meurent, les âmes sont envoyées dans cette poche. Donc vos personnages sont morts, en fait, dès le début. Pourquoi? Parce qu'ils ont été tués en enquêtant sur Usher et ses sorciers... les 5 sorciers là. Et donc il y a 5 sorciers dans le vrai monde, 5 sorciers dans la lisière, parce que le nom de la lisière c'est dû en fait que c'est une poche extradimensionnelle créée. Et donc ça fait 10 sorciers. L'histoire c'est qu'il faut tuer les 5 dans un monde, les 5 dans l'autre, tout en ayant une histoire de stèle. Et surtout qu'il y a le dévoreur de monde d'un côté, puis un autre rituel qui est fait par les sorciers qui sont des copies d'eux dans la lisière. Enfin bref. C'était différent. Ça peut se jouer certainement très bien. Mais déjà 3 sorciers, ça me paraissait beaucoup. 5 plus 5, ça faisait 10. Dans ma petite tête, ça commençait à faire beaucoup. Il y en a un, c'est un vampire. L'autre, il se déplace dans les rêves. Bref. Et, mais c'est un culot, hein. On est des personnes normales. C'est déjà compliqué. Comment on fait pour... Et en fait, il y a une histoire, c'est que comme vous êtes morte dès le début, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez des souvenirs de votre vie d'avant. C'est pour ça que vous vous rendez compte qu'il y a des 5 sorciers qui sont pas morts, enfin qui vous ont tué. Et il y a une dame sur Terre, la vraie Terre. C'est un PNJ qui vous ressuscite. Parce que on sait pas, elle a trouvé vos corps. Et donc, vous vous retrouvez dans ces corps-là, ressuscités. Et vous pouvez faire des trucs. C'est différent. Moi, je suis plutôt parti sur une histoire de monde parallèle. L'auteur a proposé plutôt un monde de psychopompe, on va l'appeler comme ça. C'est pour ça que parfois il y a pas mal de références à la mort dans la Salem que vous avez vue, que moi j'ai utilisé en disant c'est un monde parallèle, donc monde parallèle, il y a d'autres références dans d'autres noms de rue, etc. Mais c'est tout aussi bien, bien entendu, mais j'ai pas été assez bon MJ pour pouvoir exploiter le filon proposé. Voilà la fin de cette lisière et le début d'une autre, j'imagine.